Brestoise, Brestois, nous y voici pour le lancement d'une séquence absolument folle du côté de Brestonner, puisque ce ne sont pas moins de 3 épisodes de présentation qui vous attendent cette semaine. Si tout se passe bien, si Grégory Lorenzi n'est pas hijacké une nouvelle fois, comme il l'avait été pour Adrian Garbich, on peut démarrer avec certitude avec ce premier épisode, puisque ça a été officialisé ce vendredi 1er juillet. C'est la signature de Noah Fadiga. Noah Fadiga qui nous vient en provenance de l'Héraclès Almelo. On a un petit épisode de présentation un peu particulier, puisqu'on a interrogé 2 personnes différentes. On a interrogé d'abord le compte néerlandais d'ONS Héraclès, qui est le compte qui a annoncé en exclusivité ce transfert, qu'il avait avant tout le monde. Donc bravo à eux, merci à eux pour leur participation. Et également nos amis de foot néerlandais qui étaient déjà venus nous parler de Marco Bizot, qui l'avait très bien fait et qui donc sont de nouveau là pour nous parler de Noah Fadiga. Avant de préciser un peu comment on va procéder, introduire la personne qui est avec moi, puisque je ne suis pas seul aujourd'hui, j'ai de nouveau François avec moi. Salut Yann, salut tout le monde. Bon, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, on se retrouve très régulièrement en ce moment et je crois que ça va durer encore, donc non, tout va bien. Tu es prêt à assumer ton rôle d'intervieweur aujourd'hui ? Tout à fait, j'ai bossé les questions, je suis fin prêt. Parfait. Puisque voilà, la précision, c'est que nos 2 interlocuteurs n'ont malheureusement pas eu le temps, la possibilité de dégager un créneau oral, d'autant qu'en plus pour ONS Héraclès, ça aurait été en anglais, donc on aurait procédé ainsi de toute façon. Mais ce qu'on va faire, c'est que comme on l'avait fait pour Martin Satriano, François va poser les questions et je vais faire un peu une synthèse des réponses tant d'ONS que de Foot NL, sachant qu'ils sont très généralement en accord sur la plupart des points, sur même quasiment tous, sauf peut-être un où il y a une légère divergence. J'espère qu'on aura la même réussite qu'avec Martin Satriano, parce qu'on avait fait le même style de podcast et derrière, le joueur avait été relativement performant, donc on espère que ce sera la même chose pour notre ami Fadiga. Oui, tout à fait. Fadiga qui en plus présente cet intérêt pour nous, enfin pour le podcast, d'être un joueur que finalement peu de monde connaît. Et justement, si vous voulez connaître un peu plus Noah Fadiga, il faut rester. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Brestonner. Alors, on va commencer du coup avec on va passer aux questions, une série d'une petite dizaine de questions qui ont été posées effectivement à nos deux camarades différents. Tout d'abord, du coup, comme Yann vous l'expliquait, je vais les poser, et puis toi, tu vas faire la synthèse. Alors, Noah Fadiga est donc arrivé à Héraclès en 2020 et quitte le club après 2 saisons et surtout en fait une relégation en 2e division, parce que le club, alors si j'ai bien compris Yann, tu me confirmeras ou infirmeras ce que je dis, mais le club n'était pourtant pas prévu, c'était pas prévu que l'équipe descende et ils avaient un nombre de points qui normalement aurait dû leur permettre de se maintenir. Toujours est-il qu'ils sont descendus. Alors du coup, on a posé la première question à nos camarades. Est-ce que son passage aux Pays-Bas reste malgré tout une réussite, malgré cette descente, ou est-ce qu'il y a des regrets, notamment autour de ses performances individuelles ? Nos amis de foot néerlandais précisent quand même que Noah Fadiga n'a pas grand-chose à se reprocher sur cette descente. Il a le niveau de l'Eredivisie, assurément. C'est juste qu'il y a eu visiblement une conjonction de malchance, d'éléments mal gérés, de décisions un peu étranges du club qui font que Héraclès termine donc à la 16e place et a perdu les barrages, donc est relégué en 2e division. Et le camarade d'ONS abonde un peu dans ce sens en soulignant que 34 points, ça assure le maintien dans peut-être 90% des cas. La dernière fois qu'un club était descendu de Eredivisie avec 34 points, c'était en 2016. Donc c'est un peu, on va pas dire la faute à pas de chance. Maintenant, il y a aussi eu des performances générales collectives, notamment en fin de saison, qui expliquent cette descente. Mais Noah Fadiga, voilà, c'est pas une réussite éclatante du côté d'Héraclès, mais c'est absolument pas un échec. Alors 34 points pour préciser, pour descendre, vous allez dire c'est peut-être peu, mais c'est un championnat qui se joue à 18. Ça peut aussi expliquer pourquoi la barre de maintien est plus basse. Et pour rappel, je vérifie l'année dernière, en Ligue 1, il y a des clubs qui n'ont même pas atteint les 34 points, si je dis pas de bêtises, je regarde ça exact tout de suite pour montrer la différence. On avait Bordeaux qui a eu 31, Metz 31, Saint-Etienne 32. Donc c'était pour montrer aussi le niveau très faible de la Ligue 1 l'année dernière. Alors, on continue, on parle un petit peu d'argent maintenant, Yann. Alors, le prix estimé est de 350 000 euros, on a lu 500 000 dans le Télégramme, c'est pas un prix mirobolant. On a demandé du coup à nos amis là si c'était, selon eux, un prix qui était juste. Et il me semble, Yann, qu'il y a également une histoire de clause. Oui, c'est un joueur qui
en valeur pure peut être à peu près à 800 000, 1 million d'euros, mais effectivement, comme Heracles Almelo est descendu, il avait une clause dans son contrat qui permet d'avoir une indemnité réduite à partir, donc ce qui explique le montant de 350 000 à 500 000, un montant qui, de l'aveu de nos deux intervenants, c'est clairement une bonne affaire dans le sens où il y a peu à perdre pour un club comme Brest et il y a beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner déjà parce que c'est lui qui aurait activé la clause du coup, Yann? On n'a pas forcément le détail, mais je pense que c'est automatique. Nos deux camarades s'accordent à dire qu'il y a beaucoup à gagner parce que c'est un jeune joueur, il n'a que 22 ans, né en 1999, d'où le numéro 99. Certains n'avaient peut-être pas fait le lien. Et au-delà même du fait qu'il soit jeune, c'est un profil qui aujourd'hui est bancable sur le marché. C'est-à-dire que s'il fait des bonnes performances, vu son profil, vu son style de jeu, il aura des prétendants, des gens qui sont prêts à lâcher de l'argent, peut-être même beaucoup d'argent. C'est effectivement un profil qui pourrait nous penser que pourrait plaire, je pense, à des clubs de première ligue notamment, ou peut-être même de deuxième division anglaise, ou de Bundesliga. Je trouve que c'est également assez intéressant dans une logique de revente derrière, même si on sait que Gregor Lorenzi n'achète pas forcément que dans cette optique-là. On sait qu'il y a cette idée quand même derrière. Alors évidemment, pour pouvoir revendre à bon prix, il faut que le joueur, d'abord, la première des choses, c'est qu'il soit performant sur le terrain. Justement, on va parler un peu de terrain maintenant, Yann. Et donc, Noah Fadiga, on l'a demandé, semble correspondre, de loin, nous, de près ce qu'on a vu quelques vidéos, mais vraiment sans avoir vu aucun de ses matchs, au portrait du latéral moderne, avec des vraies qualités athlétiques offensives, même techniques. Est-ce que c'est quelque chose que nos camarades ont confirmé? Et est-ce qu'ils ont pu préciser un petit peu justement ses qualités principales à Fadiga? Oui, les deux confirment qu'on est vraiment sur presque le cliché du latéral moderne, c'est-à-dire très offensif, qui aime beaucoup prendre l'espace, qui a un bon niveau technique aussi, même un très bon niveau technique, mais dont la principale qualité, et celle-ci, elle va être facile à vérifier, c'est sa vitesse. C'est quelqu'un qui est très très rapide, probablement dans les joueurs les plus rapides du championnat de Ligue 1 aujourd'hui, ce qui en fait donc, comme le dit très bien ONS, un contre-attaquant, un très bon contre-attaquant, un très bon joueur de contre. Euh, sur le plan offensif, évidemment. On l'a vu plusieurs fois avec Heracles faire des montées pour aller délivrer des passes décisives au bout du terrain ou même marquer. C'est lui arrivé, notamment contre Twente où il remonte tout le terrain en 9 secondes précisément pour aller marquer. C'est aussi un bon joueur face au contre. C'est-à-dire que quand ton équipe est prise en contre, avoir quelqu'un qui court aussi vite pour faire un repli, c'est nécessairement très bien. Voilà. Après, c'est pas une grande surprise. Foot néerlandais abonde dans ce sens en précisant que, selon eux, Noah Fadiga, c'est peut-être plus un piston droit qu'un pur latéral. Il semble vraiment taillé pour jouer dans un système, par exemple, en 3-5-2, conseille Michel Daracarion apprécie, plutôt qu'un système de 4 à plat. Et précision, quand Fadiga a joué à Volendam, il a également pu jouer ailier droit. Donc ça peut être une possibilité pour avoir un profil peut-être un peu plus défensif sur l'aile droite. Je pense qu'il faudra attendre les premiers enseignements sur les premiers matchs amicaux qui vont pas tarder, pour voir un petit peu ce que Michel Dazakarian va vouloir mettre en place, même si on sait qu'il n'est pas figé, parce que l'année dernière, il avait commencé justement en imposant ce 3-5-2 avant de revenir assez rapidement. Mais effectivement, plutôt un profil de contre-attaquant. Il faudra quand même vérifier que le gars sache défendre, parce que c'est important, particulièrement dans une défense à 4. Et justement, on a demandé à nos amis néerlandais de nous parler un petit peu juste des lacunes et des domaines dans lesquels il peut progresser. Ça reste un joueur de 22 ans. Quels sont les axes de progression pour Fadiga? C'est un joueur de 22 ans et c'est la première chose que nos deux intervenants ont souligné, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va progresser, qui peut et qui veut progresser, et c'est surtout quelqu'un qui en a besoin. Il y a deux aspects qui ont été mis en avant. Le premier, c'est Foot néerlandais qui l'a bien mis en avant, c'est sur le plan défensif. C'est un joueur qui, malgré sa grande taille, il fait presque 1m90, est assez moyen dans les duels aériens. C'est un joueur qui a un placement qui peut manquer de rigueur, qui peut être assez facilement pris dans le dos. Alors bien sûr, il compense par sa vitesse, mais on sait qu'il y a quelques joueurs très très rapides en Ligue 1 qui exploiteront le moindre espace. Et même plus généralement, le marquage est souvent un peu lâche, un peu éloigné de son joueur. Donc c'est des points sur lesquels il doit progresser, sur lesquels Michel Daracarian peut le faire progresser. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est vraiment sur un aspect technique. Et l'autre aspect qui est souligné cette fois par ONS et qui est mental, c'est que Noah Fadiga, on reviendra sur son aspect mental plus général après, mais c'est pas un guerrier. Il n'y a pas de révolte chez Noah Fadiga. Quand il sent qu'une action est perdue ou qu'un match est perdu, voilà, il va accepter, il va peut-être faire un peu moins les efforts, baisser les bras si on veut. Mais voilà, il y a un côté un peu défaitiste
peut-être, si on peut le dire comme ça. Je sais pas trop si ONS acceptera cette interprétation, mais mentalement, il peut et il doit progresser. Il doit avoir une culture de la gagne et ne pas baisser les bras aussi facilement. C'est certainement une culture de la gagne que pourra lui inculquer Michel Derzakarian. On sait que c'est pas le style d'entraîneur qui accepte de voir ses joueurs baisser la tête. On l'a bien vu l'année dernière. Et même quand on était maintenu et qu'on a perdu contre Bordeaux, ce match assez lamentable, il était extrêmement colérique. Donc j'imagine que c'est aussi ce que pourra lui apporter Michel Derzakarian au cours de la saison. Justement, la compatibilité peut-être avec l'équipe de Brest. Tu nous as parlé du coup, tu nous as présenté un joueur offensif, contre-attaquant, jeune et très athlétique finalement. Enfin, ce que nos amis on juge en tout cas, alors c'est très difficile au début de saison comme ça de faire des pronostics là-dessus, mais est-ce qu'il le juge capable de s'intégrer au Stade Brestois et de limiter offensivement justement dans une équipe où c'est plutôt la bonne défense qui est prônée par l'entraîneur? Les deux considèrent qu'il faudra peut-être du temps à Noah Fadiga pour s'adapter, mais qu'il le fera. Et que cette analyse-là, elle vaut finalement pour un peu tous les types de clubs, quel que soit le style de jeu. C'est un joueur qui a une belle adaptabilité, qui peut et qui veut faire de son mieux, donc oui, il va s'adapter. Alors, également, autre comparaison un peu difficile à faire, celle de l'Eurodivise, donc le championnat néerlandais, avec le championnat de France. C'est deux championnats relativement différents, notamment en termes de mentalité. On sait qu'aux Pays-Bas, on joue pas mal vers l'offensive, il y a pas mal de buts qui sont marqués, même si l'année dernière en Ligue 1, c'était le cas aussi. Mais c'est également un championnat qui a un niveau d'équipe très hétérogène, avec des équipes qui ont un niveau relativement bas, ça je pense au niveau Ligue 2 en France, et d'autres qui sont vraiment des grandes équipes. On pense à l'Ajax, notamment au PSV. Et justement, c'est face à ces grandes équipes-là qu'il est intéressant de voir comment Noah Fadiga s'est comporté. Est-ce qu'il s'est caché ou est-ce qu'au contraire, il s'est mis en valeur lors de ces matchs? Alors, il y a deux éléments. Le premier souligné par Foot Néerlandais, c'est que malheureusement, Noah Fadiga n'a pas forcément beaucoup joué ces gros matchs. Il en a joué deux finalement face au Feyenoord et face au PSV Eindhoven, où ça a été compliqué, très compliqué même, mais pour sa défense, il y avait des sacrés clients, à savoir, on pense notamment à Sinistera du côté du Feyenoord. Bon, c'est compliqué à juger. C'est d'autant plus compliqué à juger que, comme le souligne ONS, le Héraclès des gros matchs n'était pas le Héraclès des autres matchs. C'est-à-dire que, un peu comme à Brest finalement, quand il y a un gros match, tout le monde est sur le pont, tout le monde est plus motivé, tout le monde prépare mieux, tout le monde travaille mieux. Donc, c'est assez compliqué de faire un jugement de la valeur pure d'un joueur sur ces gros matchs uniquement. En termes de caractère maintenant, tu as évoqué peut-être le fait que c'est un joueur qui baisse un petit peu rapidement les bras dans la difficulté. Est-ce que ça pourrait quand même être un leader dans un collectif malgré son jeune âge, ou reste-t-il plutôt quelqu'un de discret, dans l'ombre, un peu introverti? Comment est-ce qu'il est dans un effectif finalement? Ici, c'est ONS qui nous en parle le mieux, puisque c'est lui qui connaît le mieux, qui a vu le club au quotidien, finalement. Et il a cette formule que je trouve très intéressante, qui est de dire que Noah Fadiga, il fait ce que Noah Fadiga veut. Et c'est tout. C'est pas un leader, ça le sera jamais. C'est quelqu'un qui est très bien dans l'ombre, justement, des leaders du vestiaire, qui vit très bien dans le vestiaire, c'est un bon professionnel, mais il ira jamais au-delà. Il y a cet exemple très simple qui s'est répété plusieurs fois dans la saison. C'est que lorsque Héraclès perdait, Noah Fadiga était effectivement un des premiers joueurs à venir saluer les fans, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais c'était aussi un des premiers, voire même le premier à quitter le terrain. Donc voilà, il fait ce qu'il faut, mais pas au-delà. Est-ce que mentalement, justement, c'est la question, parce qu'on sait qu'on passe cette année dans une Ligue 1 très particulière, la dernière saison à 20 clubs, avec 4 descentes qui vont être directes sans barrage, une saison également tronquée avec la Coupe du Monde, donc on va vraiment vivre un championnat qui est extrêmement particulier. Est-ce que, selon toi, et en tout cas selon les réponses que tu as pu obtenir, Noah Fadiga est un joueur qui est taillé pour ces opérations un petit peu de type survie, parce que ce sera le cas cette année, ou pas? Malheureux pour un supporter brestois, mais la réponse a priori qui se dessine d'après le témoignage de l'ONS, c'est plutôt ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un élément très concret, c'est que Héraclès, sur les 3 dernières journées avant les barrages, a joué directement contre des concurrents directs, à savoir Willem II qui a fini 17e, le Sparta Rotterdam qui a fini juste devant Héraclès avec 35 points, et Valwy, excusez-moi pour la prononciation, je pense qu'elle est mauvaise, qui était un autre concurrent en maintien. Ouais, Et sur ces 3 matchs-là, Héraclès a perdu. Et sur ces 3 matchs-là, Noah Fadiga s'est craqué. Il s'est craqué dans les 1 contre 1. Il s'est souvent fait battre par des joueurs qui pourtant ne sont pas meilleurs que lui. Il s'est craqué aussi sur le plan des efforts. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs occasions où il n'a pas fait les efforts
après avoir raté quelque chose, je sais pas, un tacle, on parle notamment d'un tacle où il le rate et après il fait pas l'effort pour revenir. Donc c'est le côté un peu inquiétant, mais là où il faut positiver, c'est qu'à l'inverse, les gros matchs et particulièrement les derbies de Heracles, on voyait que lui. C'est vraiment dans les matchs presque si on veut dire médiatiques, c'est un joueur qui est partout, qui a un engagement exceptionnel, donc il peut le faire. La question c'est de savoir s'il veut. Faut réussir à le motiver à le faire. ONS résume très bien en disant que il y a deux types de Noah Fadiga et on verra probablement les deux. Il faut s'y attendre. Un joueur plutôt irrégulier. On verra aussi s'il est capable de s'adapter tout simplement aussi au niveau de la Ligue 1, qui à mon sens est plus élevé que celui de l'Eredivisie, mais également il jouera dans une équipe qui est meilleure. Alors peut-être que le fait de jouer dans une équipe meilleure, ça aussi lui permettra d'hausser son niveau de jeu. Et après, on l'a dit également, il n'en est pas du tout à l'abri, même si le terme est mal choisi, d'une progression du côté de Fadiga qui n'a que 22 ans. Il nous reste deux questions. D'abord, une question peut-être un petit peu extra-sportive. On sait qu'il est le fils de Khalilou Fadiga, donc ancien joueur de la JOCR et ancien international sénégalais, qui est très impliqué dans sa carrière. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte, notamment en lien avec la pression autour de lui, peut-être au Sénégal, mais je crois qu'il a choisi de jouer pour la Belgique, où le choix n'a pas été fait. Ou est-ce que ça change quelque chose, en fait, cette filiation, ou pas du tout? Le choix n'a pas encore été fait pour la sélection. Du côté d'Heracles, on n'a ressenti aucun impact de cette filiation. C'est-à-dire, en fait, le père Fadiga est bien connu en France, puisque notamment il a joué à Auxerre. Mais aux Pays-Bas, personne ne le connaît vraiment et personne n'a vraiment ressenti sa présence, cet héritage. Donc c'est finalement un professionnel comme un autre. En revanche, ce qu'on a ressenti sur Noah Fadiga et sur son entourage en général, c'est qu'il est bien entouré. Il est entouré de gens sérieux qui gardent la tête sur les épaules. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et dernière question, c'est un petit peu aussi une question intéressante et rituelle, mais pour nous, pour savoir si on a recruté là un joueur fiable, c'est aussi important. Est-ce qu'il a souffert de blessures régulières, importantes lors de ces dernières saisons? Est-ce qu'il a manqué des matchs? Est-ce qu'il a passé plusieurs semaines sans jouer? Au contraire, est-ce qu'il a été régulier dans les titularisations et les présences sur le terrain, Noah Fadiga? Il a eu une seule blessure et c'était une petite en octobre 2021. Sinon, il a beaucoup joué. Il y a eu quelques matchs, effectivement, où il a été relégué sur le banc pour des choix tactiques, principalement. Mais voilà, c'est un joueur qui devrait pouvoir être disponible, en tout cas, très régulièrement et peut-être même toute la saison, en fait. Donc physiquement, on a face à un joueur, si je devais résumer, on est face à un joueur fiable quand même, particulièrement irrégulier selon l'adversaire ou la tournure du match, mais avec un axe de progression et quand même des qualités qui sont indéniables. Oui, oui, tout à fait. Et qui, bien sûr, ça peut ONS tend quand même à tempérer parce que autant il a pu dire des éléments qui peuvent inquiéter, autant on garde un bon souvenir de lui du côté d'Héraclès et beaucoup de gens sont contents de le voir partir en Ligue 1 dans le sens de rester en première division, d'avoir un club qui lui permette d'avancer dans sa carrière, je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc il laisse une bonne image. Oui, c'est d'ailleurs ce qui revient un petit peu des réseaux sociaux où il a l'air assez actif, c'est que lors de son annonce du départ d'Héraclès, il y a eu beaucoup de messages d'encouragement avec des gens qui disaient qu'il méritait justement effectivement de rester en première division et de connaître autre chose, et notamment la Ligue 1 avec Brest, même si Brest est très peu connu aux Pays-Bas. Voilà, les gens regardaient le classement, ils ont vu que c'était un club qui a fini 11e. Et tout ça, ça compte un petit peu aussi à l'étranger. Je crois qu'on a fait le tour des questions, Yann, et en tout cas, j'espère qu'on a été le plus complet possible. On a fait le tour. Je remercie très chaleureusement donc ONS, Héraclès et donc Foot Néerlandais. Vous pouvez retrouver les deux sur Twitter. On met leur compte en description. On les remercie. On se retrouve très bientôt puisqu'on a a priori deux autres joueurs qui arrivent. Tu as notamment enregistré un épisode avec des supporters du Celtic pour nous présenter Karamoko Dembélé, c'est ça? C'est ça. Et a priori également, on espère ne pas porter la presse pour Achraf Dari du Wydad Casablanca. Très bien. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Merci beaucoup, Yann, pour avoir recueilli justement ces témoignages. C'est bien d'en avoir eu plusieurs justement pour faire un petit peu la synthèse. On voit que ça va dans le même sens. Et ça nous permet de présenter un joueur de manière la plus complète possible. Merci François. Bon, sur ce, Kenavo et à bientôt sur Brest Tonnerre.